J'ai un bouquet de tulipes sur ma table basse, là, juste devant, qui a déjà une semaine, mais je viens de taper dedans et du coup, bah, voilà. Repose en paix, petite tulipe. Attendez, je vais faire un truc super kitsch, du coup. Willkommen, bienvenue, welcome pour un nouveau point lecture. Je sais pas pourquoi j'ai tant d'énergie quand je commence la vidéo. Ma foi, tant mieux. Je vais vous parler de 4 romans aujourd'hui. Désolé, je remonte mes chaussettes. Oh bah, comme à la maison ici. Hein. Je me rhabille, je me fouille le nez, je me gratte les oreilles, je me recoiffe un coup. Et on peut commencer. C'est parti. À l'heure où je tourne la vidéo, on est 269 abonnés. Et pour ça, je voulais vous dire merci. Ça a fait cette semaine 1 mois que j'ai commencé les vidéos sur YouTube. Donc autant vous dire que c'est rien du tout. Bon, 269 abonnés, ça va peut-être vous paraître ridicule pour la plupart d'entre vous, mais pour moi c'est énorme. Jamais j'aurais pensé avoir autant d'abonnés. Non pas que ce soit le truc que je regarde le plus, vu que ce que je recherche surtout c'est l'échange dans les commentaires ou en message privé sur Instagram. Et là je commence vraiment à avoir pas mal d'échanges avec vous. Des personnes depuis la première vidéo qui commentent chacune des vidéos et avec qui j'ai toujours plaisir à parler. Donc c'est vraiment, j'adore. C'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne à la base, donc franchement ça me rend super content de voir ça. Donc merci mille fois. Et comme le disait France Gall, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Donc voilà, je voulais juste vous dire merci. Continuez à mettre des commentaires pour qu'on puisse échanger, j'adore ça. Me parler de vos lectures, si vous avez lu les mêmes livres que moi, ce que vous en avez pensé, pour qu'on puisse échanger dessus. Par exemple, j'ai parlé sur Instagram avec les Chroniques du Hérisson à propos du Delphine de Vigan, qui elle disait qu'elle avait plutôt aimé, alors que moi j'avais plutôt pas détesté, mais très peu aimé, et j'aime bien échanger. Donc franchement, merci. Maintenant, après ce blabla et ces remerciements à rallonge, on va commencer à parler. Donc le premier roman que j'ai lu, c'est Fanny Flagg, Beignets de tomates vertes, chez J'ai lu. Dans Beignets de tomates vertes, on suit Virginie, qui est une petite grand-mère, 85 ans, à la maison de retraite. Pas trop de famille, pas grand monde vient la voir. Et une autre dame plus jeune, la quarantaine, vient par obligation voir sa belle-mère dans cette maison de retraite. Et au final, elle dit toujours bonjour vite fait à sa belle-mère. Et elle vient s'asseoir avec Virginie. Et avec Virginie, elle commence à parler chacune de leur vie. La femme la plus jeune qui vient voir sa belle-mère, elle a beaucoup de problèmes avec son poids. Elle a la quarantaine d'années, elle ne se sent plus belle dans sa peau. Elle a plus de relation avec son mari, le début de la ménopause. Bref, beaucoup de changements dans sa vie et du coup elle se confie à cette grand-mère qui elle lui raconte comment ça se passait dans son temps, dans les années 30 et comment elle aurait réglé les choses et elle lui redonne plus ou moins goût à la vie au fur et à mesure de ses anecdotes. Et au fur et à mesure du roman, on apprend que Virginia, donc la petite grand-mère, vient d'une grande fratrie de 10 enfants qui était une famille super soudée dans un petit village en Alabama. Et puis cette famille, elle nous dit qu'elle a traversé les décennies et qu'il leur est arrivé plein de choses, des histoires de meurtres, de liaisons, d'amour, etc. Le dialogue entre ces deux personnages va nous inviter à remonter le temps dans la famille de Virginia et de découvrir avec elle ce petit village en Alabama, le café que 2 de ses sœurs ont ouvert et ont tenu pour accueillir toutes les âmes égarées de la région. Le village est également traversé par une grosse gare ferroviaire et des trains, et donc du coup il y a beaucoup cette thématique du train, le train couchette, les trains qui ont été réquisitionnés pendant la guerre pour la nourriture, les soldats, enfin c'est vraiment un microcosme dans ce petit village et ce petit café où il y a plein de petites histoires, toujours racontées par Virginia qui est très drôle, très attendrissante, et toute sa famille l'est également. Ils abordent des sujets comme le racisme, la ségrégation, ça se passe dans les années 30 dans un village du sud des États-Unis, donc les noirs, les blancs, il y a une distinction immense. Enfin, d'ailleurs, les noirs habitent dans des bidonvilles et sont juste là pour être les bonnes et les domestiques des familles blanches. Mais d'un côté, il y a dans cette famille pas trop de séparation entre les noirs et les blancs, et donc elle nous raconte comment les domestiques noirs étaient super bien acceptés dans cette famille. Alors à mon avis, c'est complètement idyllique et fantaisiste, mais quoique ça a peut-être dû exister dans certaines familles, mais c'était très anecdotique. Mais en tout cas, c'est sympa de le lire et de voir quelque chose de plus positif par rapport à cette question-là. On parle un peu d'homosexualité aussi dans le roman, enfin sans que ce soit vraiment abordé, enfin bref. Pas mal de sujets, des personnages super attachants, une plume simple mais efficace avec beaucoup d'humour. Je vais roter. Si vous avez de la chance, j'ai coupé le ro au montage, sinon désolé. Un très bon moment de lecture, on peut dire que c'est un roman feel good, mais sans que ce soit trop cucul-après-ligne, trop gnangnan. C'est feel good, mais avec quelques thèmes un peu recherchés, de la profondeur dans les personnages. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture. Et je vous la recommande. Il y a la suite qui vient de sortir, je ne pense pas que je vais l'acheter, en tout cas pas en grand format, je vais attendre qu'elle sorte soit en poche,
soit je la prendrai sur ma liseuse parce que je ne garde pas beaucoup de romans. En fait, oui, j'en ai jamais parlé, je crois, sur YouTube, mais je n'ai qu'une bibliothèque, une Billy, dans mon couloir. Pour l'instant, je ne veux pas en avoir d'autres. J'aime bien les livres, mais j'ai pas envie d'être envahi. J'ai déjà beaucoup de meubles et beaucoup de bibelots dans mon appartement. J'adore acheter des bibelots, des plantes aussi. C'est vrai qu'on en voit souvent sur les fonds de mes vidéos. J'ai pas mal de plantes. Et donc j'ai déjà plein de plantes et plein de bibelots un peu kitschou et j'adore ça. Mais du coup, je veux pas trop m'encombrer de livres. Donc pour l'instant, j'ai qu'une bibliothèque et je veux en avoir qu'une. Donc du coup, je garde presque aucun livre ou très peu. Je ne garde vraiment que les livres qui m'ont beaucoup plu. Donc bref, celui-là, je ne le garderai pas parce que j'ai bien aimé, mais ça n'a pas été un coup de cœur non plus. Donc je vais sûrement le donner ou le prêter. Et j'achèterai la suite en poche ou en occasion dans quelques années. Enfin, je suis pas non plus, j'ai pas envie de sauter sur la suite tout de suite. Ensuite, j'ai lu sur ma liseuse De sel et de fumée de Agathe Saint-Maur. Dans De sel et de fumée, on suit Lucas et Samuel. Lucas vient de province, d'une famille assez pauvre, et il intègre Sciences Po, alors que Samuel, lui, vient d'une famille un peu bobo de Paris, et il intègre Sciences Po également, et donc ils se rencontrent dans Sciences Po. Ils tombent amoureux, on suit tout au long du roman, à travers le point de vue de Samuel, leur relation, comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont mis à s'aimer, comment ils ne s'aimaient plus, comment ils se sont retrouvés, comment ils s'engueulaient, comment ils se réveillaient le matin. Enfin, c'est vraiment plein de petits moments de la vie, de leur vie de couple, qui n'a pas été si longue que ça, raconté avec une plume que j'ai trouvée magnifique, très poétique, sans être alambiqué ou avec des phrases de 15 km pour te dire il se lève, il va boire un café. Non, en fait c'était poétique sans être de trop, parce que dès le début, dès la première page du roman, j'ai eu peur. Je me suis dit, oula, dans quoi je m'embarque? C'était un premier roman, je me suis dit, j'ai peur que ce soit trop poétique peut-être pour moi, trop stylisé. Et en fait, à la troisième page, j'ai versé une larme. Vraiment, à la troisième page, genre, il y a eu quelque chose qui m'a brisé le cœur et qui était raconté avec une force et une émotion dans les mots et les phrases choisies, à tel point que c'est rare que je pleure, mais là, j'ai vraiment eu une petite larme. Et j'ai carrément refermé la liseuse et je suis allé faire un gâteau au chocolat. J'ai lu cette page, j'ai dit, ça va être dur, ça va être beau. J'ai besoin de quelque chose pour manger mes émotions en lisant ce bouquin. Donc je me suis levé, je suis allé faire un gâteau au chocolat. Dès qu'il était cuit, je me suis remis dans le canapé avec mon gros gâteau au chocolat et j'ai fini le roman dans la soirée. Il faisait 200 pages, je l'ai lu d'une traite. Enfin, vraiment, la plume était super belle. Elle raconte parfois donc des moments très quotidiens, très banals de la journée d'un couple, une engueulade, un réveil au saut du lit, un chemin qu'ils ont emprunté, enfin bref. Des moments banals et quotidiens, mais de façon belle et naturelle. C'est ça que j'aime bien, c'est que ça paraît pas faux et c'est beau en même temps. Moi j'adore, c'est rendre le quotidien banal, rendre le quotidien beau, le banal extraordinaire. C'est vraiment ce que j'aime et avec elle, avec sa plume, c'est ce qu'elle réussit à faire, c'est de exacerber toutes les émotions, toutes les choses, tous les lieux, les endroits, les objets, les personnages, enfin, et c'était super beau, super fort. Ce qui m'a également beaucoup plu, c'est que donc l'autrice Agathe Saint-Maur est une femme et qu'elle écrit sur une relation homosexuelle entre deux hommes. Je pense que j'ai jamais lu ça d'ailleurs, une femme qui parlait de deux hommes, donc c'est pour ça que ça m'a intrigué. Je me suis dit comment elle va arriver ça, parce que c'est un premier roman, je connais pas du tout l'autrice, je connais pas sa plume, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, j'ai été super intrigué. Et au final, elle y a réussi avec brio, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est moi qui me suis fait des idées. Une femme peut très bien parler d'une relation entre deux hommes. J'avais peur que ça paraisse du fait du vécu, vu qu'elle l'a pas vécu, je pensais qu'elle pourrait pas mettre des mots dessus, mais en fait, elle a juste parlé d'une relation amoureuse entre deux personnes, entre deux êtres humains, et le fait qu'ils soient deux hommes, ça a très peu d'importance dans le roman. Finalement, c'est juste une histoire d'amour, et ça pourrait être une histoire d'amour entre un homme et une femme, aussi bien qu'entre deux femmes ou que deux hommes, et c'est pour ça que n'importe qui peut écrire là-dessus, une histoire d'amour. Il suffit d'avoir vécu une histoire d'amour, et on peut la raconter, on sait. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé ça super beau, super fort, et qu'elle n'est pas passée à côté de son roman, quoi. Autre chose qui m'a plu, c'est que je me suis identifié, évidemment, c'est deux hommes homosexuels, donc je m'identifiais soit à l'un, soit à l'autre par moment. Et il y a toute une partie du roman qui parle de militantisme, de la manif pour tous. Moi, au moment de la manif pour tous, c'était en 2012, j'avais 17-18 ans. C'est une question que je me pose, enfin, je savais déjà ma sexualité, mais je me posais beaucoup la question, pourquoi ces gens manifestent? C'est quelque chose que je prenais à cœur en me disant, mais pourquoi ces gens manifestent contre moi, contre ce que je veux, contre ce que je pense désirer? J'ai envie de me marier, pourquoi ces gens ne veulent pas? Enfin, je les connais pas, qu'est-ce qu'ils ont, pourquoi ils ont leur mot à dire plus que moi ou n'importe qui? Enfin bref, ça me paraissait inconcevable ce mouvement de la manif pour tous là. Du coup, c'est pour ça que je me suis probablement identifié au personnage et ça m'a rappelé des moments de doute et de questionnement de quand j'étais plus jeune, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé le roman. Ensuite, après De sel et de fumée, Flo Fly, le féministe qui n'en est pas un, sort de sa grotte et découvre un texte que j'ai trouvé également magnifique, Les monologues du vagin,
de Eve Ensler. Je n'avais jamais entendu parler de ce texte, qui a 20 ans, qui a fait le tour du monde parce que c'est un roman, enfin c'est pas un roman, c'est la retranscription d'un spectacle d'une femme qui, c'est pas de l'humour, c'est du spoken word, du théâtre, je crois que c'est considéré comme du théâtre. Donc c'est des monologues, les monologues du vagin. C'est une femme qui, dans les années 90, disait qu'on ne prononçait pas le mot vagin, que le mot vagin était censuré à la télé, censuré dans les romans, alors qu'au final, on avait moins de mal à parler du sexe masculin. Donc elle voulait se réapproprier son vagin en même temps que le mot vagin. C'est pour ça qu'elle a écrit cette pièce de théâtre dans laquelle je crois qu'elle dit que le mot vagin est prononcé 119 fois ou quelque chose comme ça. Enfin, ça paraît pas lourd, il n'y a pas le mot vagin à chaque phrase. Ça découle tout seul et on l'entend même pas, enfin on le voit même pas. En fait, c'est une édition augmentée qui est sortie parce que donc il y a le texte original avec je ne sais plus combien de monologues et il y a 11 monologues de vagin qui ont été rajoutés. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans ces monologues, elle aborde la femme dans son entièreté. Dans son entièreté, dans le sens où elle parle de tout le corps de la femme, pas uniquement le vagin. Elle parle vraiment de la femme, de la tête aux pieds, de ce qui fait sa force, ce qui fait son courage, son corps, la réappropriation de son corps, comment vivre avec dans une société qui fait tout pour supprimer ou effacer ce corps tout en l'hypersexualisant. Donc c'est pour ça, j'ai bien aimé cette entièreté du corps de la femme et j'ai bien aimé aussi la communion des femmes où elle parle vraiment de tous les corps, les gros, les maigres, les noirs, les blancs, les jaunes, enfin vraiment, elle aborde toutes les femmes de la Terre. Il y a même un monologue sur une femme trans et j'ai trouvé ça, c'est un des qui m'a plus touché. Il fait partie des 11 monologues rajoutés. Donc c'est une femme trans, un homme qui est devenu femme. Enfin, c'est toujours un peu tricky ce genre de questions, je m'y connais pas beaucoup. C'est une femme qui est née dans un corps avec un sexe masculin et qui a donc fait la transition pour avoir un sexe féminin. Et donc le monologue est court, hein, c'est des monologues de 3-4 pages en général. Et rien qu'avec ces 4 pages, elle a réussi à vraiment décrire ce qui peut se passer, à mon avis, dans la tête d'une de ces femmes trans. Vraiment, le monologue commence où elle est petite, enfant, jusqu'après la transition, après l'opération. J'ai trouvé ça super fort, le concentré de mots, la portée du texte et du monologue en si peu de mots, de façon si courte, et en même temps, elle a réussi à me toucher super vite. Bref, les premiers monologues, donc qui étaient à l'origine la pièce de théâtre originelle, sont un peu plus drôles, il y a quand même quelques blagues, quelques traits d'humour, pas lourds, pas potaches. Et c'est de la prose. Les premiers sont plutôt écrits en prose, alors que les 11 nouveaux sont écrits vraiment sous forme de poèmes. Suite à l'écriture des monologues du vagin, il y a le V-Day qui a été créé, Vagina Day, le jour du vagin, qui est aussi le jour de la victoire, et qui, je crois, se passe en mai. Mais je ne dirais peut-être des bêtises, je vais essayer de rechercher. Bref, donc ce jour a été créé. Et sur toute la Terre, maintenant, il y a des jours du vagin qui s'organisent dans des pays où souvent la femme, justement, a une condition très misérable. Donc dans plein de pays d'Afrique, les pays du Moyen-Orient. Et il y a quelques femmes qui s'approprient le texte, les monologues du vagin. Et ces femmes donc se battent pour pouvoir produire et présenter ce spectacle aux femmes de leur pays et défendre les valeurs féministes de Eve Ensler et du mouvement V-Day qui s'est créé. Donc vraiment, quand j'ai ouvert le livre, je me suis dit, purée, j'ai trouvé une petite pépite, genre, j'avais jamais entendu parler de ce bouquin, j'étais trop content. Et en lisant, donc à la fin des monologues, il y a vraiment un récapitulatif du mouvement, des femmes qui le mènent maintenant, des mouvements qui sont organisés suite à ce texte. Et en fait, je me suis dit, mais t'es vraiment bête, mon pauvre vieux, enfin, t'as pas du tout déniché genre la perle rare ou ce que tu croyais être une perle rare. Ça, à mon avis, c'est peut-être pas un monument, mais c'est un texte qui a l'air d'être super connu et reconnu par plein de gens. Donc bref, je sais pas. Vous me direz si vous avez déjà entendu parler des monologues du vagin. C'était une super lecture. Moi, j'aime beaucoup le théâtre et la poésie. Habituellement, quand il n'y a pas de pandémie sur Terre, je vais presque toutes les semaines, voire sinon toutes les 2 semaines au théâtre pour voir du théâtre ou du cirque ou de la danse. Enfin, j'ai un abonnement sur les 2 scènes de ma ville. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, le spectacle vivant, donc j'y vais souvent. Donc là, j'étais content de lire une pièce de théâtre, ça me manquait. Et ah oui, également, en fait, je cherchais une pièce de théâtre à lire, donc contemporain ou classique, écrit par une autrice, et c'est très compliqué à trouver. Donc je suis tombé sur celui-là, et j'en ai trouvé très peu d'autres. En librairie, quand je suis allé voir les textes papier, il n'y avait que la pièce de Jane Birkin, Oh pardon, tu dormais, que j'ai déjà lu. Bref, donc si jamais vous avez des recommandations de théâtre contemporain ou pas contemporain d'ailleurs, écrit par des femmes,
je suis preneur. Et ce qui nous amène à notre dernier roman. J'ai lu, je l'ai fini hier soir, Dolores Redondo, Le Gardien Invisible, chez Folio Policier dans la collection Thriller. Enfin, je sais pas si c'est une collection. En fait, c'est juste écrit Thriller ici. Donc, c'est une trilogie. Donc, ça, c'est le tome 1 de la trilogie. Donc, dedans, on suit l'enquêtrice Amaya... Alors, attendez, parce que c'est des noms basques. Amaya Salazar. Donc, dedans, on suit l'enquêtrice Amaya Salazar, qui habite au Pays Basque, à Pampelune, et elle est appelée sur une enquête dans son village natal. Donc dans le village où ses deux sœurs habitent encore, où sa tante habite encore, et où elle a grandi, où elle est née. Donc elle se rend dans ce village. On a retrouvé des jeunes filles qui sont tuées et abandonnées le long de la rivière, et avec sur leur corps des poils d'animaux. Donc elle est attribuée à cette enquête, et elle va essayer de la résoudre. Donc là, le côté enquête est intéressant. Et ce que j'ai bien aimé dans l'enquête, c'est que ça mêle les mythes et légendes du Pays Basque, que je ne connaissais pas du tout. Donc dedans, il y a le Baza jaune, ça s'appelle, qui est un sort de Bigfoot ou de Yeti du Pays Basque, donc qui prend une place importante. On y parle aussi de sorcellerie, de déesse de la fécondité, de la maternité, mais dans le folklore basque, que moi je ne connaissais pas du tout. Et un peu de sorcellerie, de tarot. Donc ça, j'ai bien aimé ce côté enquête qui mêlait un peu de surnaturel, mais c'est pas du tout fantastique, hein. C'est juste des croyances qui se mêlent à l'enquête, donc ça c'est intéressant. Et en fait, je pense que vraiment le roman est divisé presque en deux, enfin pas en deux à la moitié, mais il y a deux grosses thématiques, donc l'enquête et la vie de l'enquêtrice. Surtout que là, elle retournait enquêter dans son village natal, qui est au final à 50 km de là où elle habite actuellement. Donc elle dormait dans sa famille, et la vie de l'enquêtrice prenait une part super importante. On en apprend beaucoup sur elle, sur son passé, donc son enfance, comment elle a grandi, sur sa vie actuelle avec son mari, qui est aussi présent dans le roman, sur sa relation avec ses deux sœurs qui, elles, sont restées vivre au village, sur sa relation avec sa tante chez qui elle loge, enfin bref. Toute la famille de l'enquêtrice prend part au roman et j'ai beaucoup aimé. Alors après, je pense que si dès le début on s'attache pas à l'enquêtrice, ça sert à rien de continuer parce que la moitié du roman se concentre sur sa vie. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. C'était une enquête sympa, classique mais efficace. Et le fait que la vie de l'enquêtrice prenne autant de place, étant donné que moi j'ai beaucoup aimé tout de suite sa famille et leur humour, leur croyance. La tante tire les cartes de tarot, ça moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, le tarot, donc je m'identifie, j'ai envie de savoir, ça me fait rire, ça me fait penser à certains membres de ma famille ou quoi, enfin bref. J'ai beaucoup aimé, au point que je me suis posé la question si j'entamais directement le tome 2 derrière. Au final, je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur de faire une overdose, mais c'est du bon thriller, enfin ils disent thriller, je dirais plutôt enquête. Il y a un serial killer donc, dans le roman, mais il n'y a pas non plus comment dire, c'est ça que je vais expliquer avec des mots, comment on fait. Il n'y a pas une terreur grandissante tout au long du roman, hein. Enfin, ouais, je pense que c'est plutôt une enquête qu'un thriller, un polar. Comme je vous l'avais déjà dit, je suis nul avec les catégories de romans. Donc pour moi, un thriller, c'est vraiment où on a peur, où il y a quelque chose qui grandit tout au long des pages pour exploser à la fin dans des révélations. Et là, on a envie de savoir le résultat de l'enquête, mais vu que l'enquête était plutôt classique, le serial killer ne me faisait pas trop peur, les mises en scène des corps n'étaient pas non plus extravagantes, donc pas trop extravagantes. Je pense pas que moi, c'est plus le côté enquête policier que thriller dans le roman. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, actuellement, je suis en vacances. Je viens d'être en vacances là ce soir à l'instant, au moment où je vous tourne cette vidéo. Donc, je suis trop content d'être en vacances. Ça fait 2 semaines que je travaille pas mal, donc là, c'est cool. J'ai 1 semaine, donc j'espère que je vais pouvoir en profiter pour lire. Ils annoncent du beau temps. Je vais en profiter également pour aller marcher ou me balader avec un ami qui a aussi quelques jours de repos. Je vais voir, est-ce que je fais un vlog lecture pour la semaine prochaine? C'est pas impossible étant donné que j'aurai un peu de temps. Sinon, je vous ferai un point lecture plus classique pour la semaine. Et si j'ai d'autres idées de vidéos qui me viennent en tête, ça sera le moment de les tourner parce que j'aurai 1 semaine pour le faire. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes découvertes.